Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, Oprah Whitney était devenue l'égérie de la friteuse sans huile de Seb. Peut-être que vous, Edwige Chevrillon, vous serez la Oprah Whitney du vélo électrique puisque vous recevez le patron, le PDG de Seb, Thierry de la Tour d'Arthez. Absolument, merci. J'espère au moins gérer l'audience d'Oprah Whitney. Thierry Latour d'Arthez, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Lyon, où vous êtes parce que vous avez tenu hier votre assemblée générale. C'est pour ça que vous n'êtes pas en studio avec nous. Faut-il le rappeler, Seb, c'est le numéro 1 mondial du petit électroménager. Et puis dorénavant, effectivement, on en dira un mot tout à l'heure, vous êtes associé avec Marc Simoncini pour créer ce vélo électrique. Vous êtes passé de la cocotte minute, de la friteuse sans huile, au vélo électrique urbain extrêmement sophistiqué. On va voir ça. Juste peut-être d'abord, vous avez publié, je crois que c'est le 28 avril, vos chiffres pour le premier semestre. On voit que ça a été très dur, très compliqué. Est-ce que vous avez beaucoup souffert pendant cette période de confinement, de déconfinement? Et est-ce que vous avez du chômage partiel encore dans vos usines, Thierry Latour d'Arthez? Alors nous avons souffert, oui, et nous avons commencé à souffrir dès le mois de janvier en Chine, puisque vous savez que nous sommes très présents dans ce pays. Donc effectivement, nous avons sans doute été, parmi nos confrères, celui qui a été le plus touché par la Chine et ensuite, bien sûr, le virus s'est propagé en Europe et nous avons été très affectés, notamment sur le mois d'avril. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que toutes nos usines, à peu près dans le monde, sur 42, nous en avons, je crois, aujourd'hui 40 qui ont réouvert. Nous sommes encore fermés au Brésil, puisque les usines sont fermées dans ce pays, mais partout ailleurs, nous avons retrouvé une activité industrielle qui monte en puissance. Donc nous n'avons pratiquement plus de chômage partiel dans nos usines en France. Et puis nous commençons à revoir, et notamment sur la Chine, donc qui est effectivement pour nous un indicateur un peu avancé, puisqu'elle a démarré avant, une reprise de la consommation assez forte, principalement, on en reparlera peut-être, online, donc en ligne, et un peu moins, bien sûr, dans les magasins physiques, mais quand même une réelle reprise de la consommation. Nous espérons, bien sûr, que ça se passera de la même manière en Europe. Oui, c'est ça. Donc la consommation repart en Chine. Donc là, on voit effectivement, c'est un indicateur avancé. Est-ce que la vente grand public a considérablement baissé? Je crois que c'était plus de moins 17%. Puis en même temps, je croyais que tous les Français, pendant qu'ils étaient confinés, ils avaient fait de la cuisine. Donc forcément, entre Rwanda, Krupp, Moulinex, Seb, vous êtes le roi du confinement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, Thierry Latour d'Arthez? Alors, je ne savais pas que j'étais le roi du confinement, comme vous, l'équivalent de Oprah. Non, mais qu'est-ce qui a très bien marché? Bien sûr, oui, vous avez raison de le rappeler, tout ce qui tourne autour du fait maison a très bien marché. Donc, c'est vrai pour les robots chauffants, les autocuiseurs électriques, les yaourtières qui ont retrouvé une vitalité extraordinaire, les machines à pain, mais également les tondeuses dans le domaine du soin de la personne, et puis également tout ce qui tourne autour de la purification d'air et les aspirateurs. Donc une activité qui a été qui est restée, mais je vous rappelle que nous avions plus de la moitié de nos circuits de distribution qui n'étaient pas accessibles, puisqu'en fait, pendant 2 mois, nous n'avons pu commercialiser qu'à travers les hypermarchés et le online, donc qui représentent à peu près 50%. Donc nous avons perdu bien sûr une grosse partie de notre activité de tous les spécialistes qui n'ont pu garder qu'une activité en ligne. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons perdu du chiffre d'affaires. Le online, aujourd'hui, ça représente le e-commerce, ça représente quoi? Parce que ça a dû quand même exploser, ça faisait 50%, ça fait quand même aujourd'hui sans doute plus, et notamment Amazon. Mais Amazon a eu les entrepôts qui ont été fermés. Absolument, vous avez raison de le rappeler. Donc en France, on a eu effectivement une très forte poussée d'Amazon, mais d'ailleurs pas que d'Amazon, puisque Darty.com ou Boulanger.com, donc également les click and mortar ont très bien progressé. Amazon, vous l'avez rappelé, a été arrêté pendant plusieurs jours, donc ça a contribué à la baisse de notre chiffre d'affaires. Mais le online qui au niveau mondial représentait 25% de nos ventes avant le Covid-19 a été plutôt de l'ordre de 40% pendant la crise. En Chine, on est au-delà puisqu'on a dépassé largement les 50%. Est-ce que ça veut dire quelles leçons vous en tirez aujourd'hui, Thierry Latour d'Arthez? Certes, c'est pas fini, j'ai envie de dire le pire est peut-être devant vous, vous allez nous le dire.
Vous en tirez quoi en termes de stratégie par rapport à Seb et par rapport aux orientations, je sais pas, de la production peut-être, le fait maison est quelque chose qui va exploser. Comment est-ce que vous modifiez? Vous êtes un groupe extrêmement agile. Comment est-ce que vous allez modifier votre stratégie? Bon, je crois qu'on a effectivement les quelques enseignements qu'on a pu tirer. Je pense d'abord que le fait d'être dans l'ensemble des pays du monde est réellement une force parce que nous le voyons bien aujourd'hui. Et sur le mois d'avril qui vient de passer, qui a été très affecté en Europe, aux Amériques, la Chine, je vous le disais, a redémarré, a quasiment retrouvé le niveau de vente de l'année dernière. Donc je pense que c'est la première leçon, c'est que il est important d'être dans l'ensemble des pays du monde. Deux, je crois que c'est important aussi de couvrir un grand nombre de familles de produits. Je pense qu'on nous a appris aussi à travailler de façon plus frugale et que ça restera très certainement parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de façon différente et ça, il en restera quelque chose. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il faut être agile, il faut savoir aussi créer de nouveaux segments de marché, de nouvelles catégories de produits. Et c'est ce que nous continuons à faire, notamment avec nos vélos. Quand vous dites frugal, quand un chef d'entreprise dit on va continuer à travailler avec frugalité, frugal, ça veut dire en général quand même, je sais pas, restructuration, par licenciement. Non, Voilà. Est-ce que c'est ce qui va se passer chez Seb, notamment sur les sites français? Non, nous n'avons pas de projet de restructuration sur nos sites en France. Non, quand je disais de travailler de manière frugale, nous avons appris par exemple à moins voyager, par définition. Ouais. Cette fois-ci, nous n'avons pas du tout voyagé pendant plusieurs mois, que ce soit vers la Chine ou vers d'autres pays du monde. Et finalement, on a découvert qu'on arrivait, quand on se connaît bien, à bien travailler en visioconférence. Et je pense que ça nous permettra de faire des économies dans les années qui viennent. Et puis que nous avons aussi découvert que le personnel peut travailler en télétravail, plus qu'il ne le faisait peut-être jusqu'à présent. Donc, je pense que c'est un petit peu tôt, bien sûr, pour en tirer trop de conséquences, mais qu'il y aura certainement des choses qui vont en rester. En revanche, nous espérons bien que nos usines retourneront à fond très rapidement dans les semaines qui viennent, en tout cas. Oui, on va quand même dire que c'est un tiers de votre chiffre d'affaires en Chine qui a disparu à cause de cette crise de Covid. Évidemment, vous êtes très, très, très fort en Chine, puis ça a commencé plus tôt. Vous avez 42 sites, je crois, de production. Vous en avez 11 en France, vous en avez 7 en Chine. On sait que depuis le rachat de Support, c'est quand même le plus gros marché pour vous. Est-ce que ces sites industriels, ils vont tous rester? Est-ce que vous pensez qu'on peut relocaliser en France? C'est le grand débat, vous le savez, lancé ici même par Louis Gallois. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, vous savez, dans notre industrie, l'industrie du petit électroménager, je pense que plus de 90%, 90% en tout cas, des produits vendus dans le monde sont fabriqués en Chine. Donc nous connaissons assez bien la délocalisation. Oui. Et nous avons pourtant encore 11 sites en France et près de 6000 personnes. Donc c'est bien que nous croyons à la production en France. En revanche, je crois qu'il faut être très clair. On ne peut pas tout fabriquer en France. On ne peut plus fabriquer des produits, je dirais, d'entrée de gamme, dont nous avons besoin dans nos gammes, parce qu'un certain nombre de consommateurs ont besoin de ces produits. Donc là, je crois qu'il faut très clairement les fabriquer dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est compatible avec le prix de vente de ces produits. En revanche, quand nous vendons des générateurs de vapeur, des friteuses sans huile, des aspirateurs versatiles, quand nous vendons des autocuiseurs ou quand nous vendons d'autres produits à forte valeur ajoutée, je crois que la production en France est encore possible. Évidemment, nous souhaiterions que les charges soient plus basses, de façon à avoir encore une meilleure compétitivité. Mais je pense qu'en tout cas, ça vaut le coup de se battre. On a en France un énorme savoir-faire parmi nos salariés. Oui. Vous l'avez rappelé, fait de beaucoup d'agilité, mais vraiment de compétences en matière d'industrialisation, de fabrication. Mais si j'ai bien compris, Thierry Latour d'Artaise, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il n'y aura pas de relocalisation en France. Vous restez sur vos sites, les 11 sites français, mais pas plus. Non, mais relocalisation pour des produits à forte valeur ajoutée. Pas de relocalisation pour des produits d'entrée de gamme. Ça n'aurait pas de sens sur le long terme. Et si c'est pour relocaliser, mais redélocaliser après, je pense que c'est pas très intéressant. Donc il vaut mieux se focaliser. Je pense que c'est l'avenir de la France n'est pas sur les produits d'entrée de gamme, mais sur des produits à forte valeur ajoutée. C'est ça que nous pouvons faire. C'est ça que font d'ailleurs les grands pays industrialisés
Alors, partout dans le monde. Et je dirais que c'est dommage comment que par la Chine. comment passe-t-on de la cocotte minute au super vélo électrique urbain lancé par Marc Simoncini, le fondateur mythique de Mythique, qui est venu ici nous expliquer sur ce plateau ce superbe vélo, hyper sophistiqué, quand même assez haut de gamme, hein, 2700 €, même s'il a un système qui fait qu'on peut payer que des mensualités de un peu plus de environ 75 €, on va dire. Qu'est-ce qui vous a pris? Parce qu'en plus, entre Marc Simoncini et Thierry Latour d'Artaise, c'est sûr qu'on se dit pas, tiens, c'est pas la rencontre évidente. En tout cas, je crois qu'il y a un point qui nous réunit, c'est que je pense que Marc Simoncini est réellement un entrepreneur et quelqu'un de très innovant. Et que vous savez que ce sont les deux premières valeurs que le groupe met en avant depuis 163 ans, l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc ces deux points, en tout cas, évidemment, nous rapprochaient beaucoup. Voilà, et donc ce qui fait que moi je pense que notre mission depuis toujours, elle est d'embellir et de simplifier la vie quotidienne des consommateurs dans le monde entier. Le monde évolue, combien de vélos et quelle valorisation? Tiens, parce que c'est un sacré investisseur, Marc Simoncini. Quelle valorisation pour la société d'Angel? Vous êtes rentré à combien et à quel pourcentage? Nous sommes d'abord le fabricant, puisque nous fabriquons les vélos, et nous sommes rentrés, et ça nous le communiquerons une fois que la levée de fonds sera terminée, puisqu'elle n'est pas terminée. Donc nous aurons une participation minoritaire. Le but n'est pas de mettre majoritaire, le tout est d'accompagner une démarche, et qui fait que nous allons produire ces vélos, mais également être actionnaires de cette société. Donc nous pourrons reparler de la valorisation après si vous le souhaitez. Mais pour le moment, notre objectif, c'est d'utiliser toutes les compétences pour faire un produit qui, vous l'avez rappelé, est très sophistiqué, donc correspond très bien à tout ce que je vous ai dit pour un produit qui est peut-être fabriqué en France, forte valeur ajoutée, produit technique compliqué, et ça, nos équipes savent faire. Merci beaucoup. Comme quoi, le haut de gamme, en tous les cas, ça reste français. Merci d'avoir été avec nous en direct de Lyon. Thierry Latour d'Artaise, le patron de SEB.